Mon père m'a envoyé un SMS glacial, je te renie. Parle à mon avocat. J'ai répondu, d'accord. Puis j'ai retiré chaque euro avec lequel je les aidais. 48 heures plus tard, ma mère appelait en panique. Je m'appelle Aurélie, j'ai 32 ans, et mon père vient de m'effacer de sa vie par un simple SMS. C'était un mardi. Les mardis sont généralement des jours de paperasse pour moi. Je suis auditrice judiciaire. Je passe ma vie à regarder des feuilles de calcul, à trouver les centimes manquants, à traquer où l'argent est allé quand les gens essaient de le cacher. J'étais assise à mon bureau, fixant un rapport de variance pour un client du secteur hôtelier lorsque mon téléphone a vibré contre la surface dure du bureau. C'était une vibration unique, courte, nette. J'ai regardé. Le nom sur l'écran était papa. Je n'ai pas souri. Nous n'étions plus en bons termes depuis longtemps. J'ai déverrouillé le téléphone. Le message était brutal. Il n'y avait pas de salutation. Il n'y avait pas de signature. C'était juste 2 phrases qui mettaient fin à 32 ans de relation père-fille. Je te renie. Toute communication via mon avocat. J'ai fixé les mots. Les pixels semblaient brûler un peu plus fort que le reste de l'écran. Je te renie. Cela semblait archaïque, comme quelque chose tiré d'un roman victorien, pas quelque chose que l'on envoie par SMS à sa fille en 2024. Mais connaissant mon père, Armand, il pensait probablement que cela sonnait puissant. Il pensait probablement que cela sonnait comme un roi bannissant un traître. Mon cœur n'a pas accéléré. Mes mains n'ont pas tremblé. C'était la partie surprenante. J'attendais la douleur, l'afflux soudain de panique qui venait habituellement quand je le contrariais. Mais il n'y avait rien, juste un étrange et creux silence. J'ai tapé un seul mot. D'accord. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai posé le téléphone, face contre terre, et me suis retourné vers mon ordinateur. Mais je ne suis pas revenu au rapport de variance de mon client. J'ai ouvert un nouvel onglet. J'ai navigué vers le site web de ma banque. Vous devez comprendre, ces 4 dernières années, je n'ai pas seulement été une fille. J'ai été une bouée de sauvetage. J'ai été le pilier soutenant un toit sous lequel je n'étais même pas la bienvenue. Je me suis connecté. Le code d'authentification à 2 facteurs a vibré à mon poignet. Je l'ai entré. Le tableau de bord s'est chargé. Je suis allé directement à l'onglet des virements récurrents. Il était là, en haut de la liste. Soutien au prêt immobilier des parents. Il était configuré pour transférer 2500 € le premier de chaque mois. Il devait partir dans exactement 48 heures. J'ai survolé le bouton d'annulation avec ma souris. Pendant une seconde, juste une fraction de seconde, j'ai hésité. Non par culpabilité, mais par habitude. C'est une mémoire musculaire que de prendre soin d'eux. C'est une trace usée dans mon cerveau. Si je ne paie pas ça, ils perdent la maison. Si je ne paie pas ça, c'est ma faute. C'est le script que je lis depuis mes 28 ans. Mais alors j'ai regardé mon téléphone à nouveau. Toute communication via mon avocat. Eh bien, les avocats ne paient pas les prêts immobiliers de leurs adversaires. J'ai cliqué sur annuler. Une boîte de confirmation est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce paiement récurrent? J'ai cliqué sur oui. Statut, annulé. Je n'avais pas fini. J'ai fait défiler vers le bas. Forfait téléphonique familial. Je payais pour 4 lignes. La mienne, celle de mon père, celle de ma mère et celle de mon frère aîné, Cédric. Cédric a 35 ans. Il n'a pas payé de facture de téléphone depuis une décennie. Je suis allé dans les paramètres de l'opérateur. J'ai sélectionné 3 lignes. Armand, Linda, Cédric. J'ai cliqué sur supprimer du forfait. Le texte d'avertissement a clignoté. Ces lignes seront suspendues immédiatement à moins qu'un nouveau mode de paiement ne soit ajouté. J'ai cliqué sur confirmer. J'ai continué. La ligne de crédit professionnel. Il y a 3 ans, l'entreprise de fourniture pour restaurant de mon père était en difficulté.
Il ne pouvait pas obtenir d'approbation pour un prêt. Son crédit était ruiné. Il avait besoin d'un co-signataire. J'ai signé. C'était une ligne de crédit de 50 000 euros. J'ai vérifié le solde. Il l'avait maximisé à 48 000 euros. J'étais techniquement responsable de cette dette, mais je pouvais bloquer la carte pour empêcher de nouveaux frais. Je me suis connecté au portail de crédit. J'ai bloqué la carte. Puis j'ai initié une contestation du statut de co-signataire, citant une rupture de relation et envoyé une notification formelle à la banque que je ne couvrirais plus les paiements minimums. C'était un pari risqué pour me débarrasser entièrement de cette responsabilité, mais cela gèlerait le compte instantanément. Cela m'a pris environ 15 minutes. En 15 minutes, j'ai démantelé toute l'infrastructure financière de ma famille. Je me suis calé dans ma chaise. La climatisation du bureau bourdonnait. J'ai pris une gorgée de mon café. Il était froid, mais il avait meilleur goût que n'importe quel café que j'ai jamais bu. Je savais ce qui allait arriver. Je savais que le silence ne durerait pas. Il a duré exactement 48 heures. Jeudi matin, j'étais dans la cuisine, préparant mes tartines. Le soleil frappait le plan de travail en granit. C'était une matinée paisible. J'avais dormi 8 heures d'affilée, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. Puis le téléphone a sonné. Ce n'était pas un SMS. C'était un appel. Maman. J'ai regardé l'écran s'allumer. Je l'ai laissé sonner. 1, 2, 3, 4. Elle n'appelait jamais juste pour dire bonjour. Elle n'appelait que lorsqu'il y avait une crise. Et je savais exactement quelle était cette crise. La banque venait d'essayer de prélever le paiement du prêt immobilier. Et la source était tarie. J'ai décroché à la 5e sonnerie. Je n'ai pas dit bonjour. J'ai juste porté le téléphone à mon oreille. Aurélie. Sa voix était aiguë, frêle, teintée de panique. C'était un son qui me tordait l'estomac autrefois. Aurélie, tu es là? Je suis là, dis-je. Ma voix était calme. Elle sonnait étrangère à mes propres oreilles. La banque vient d'appeler ton père, hurla-t-elle. Ils ont dit que le paiement avait été rejeté. Fonds insuffisants ou annulés. Je ne comprends pas. C'est dû aujourd'hui, Aurélie. Si ce n'est pas payé avant 17 heures, ils vont nous imposer des frais de retard et cela va entacher le crédit de ton père. Tu dois arranger ça tout de suite. Il n'y avait pas de « comment vas-tu » ? Il n'y avait pas de « pourquoi cela est-il arrivé » ? Juste une exigence. Règle ça. J'ai pris une bouchée de ma tartine. Le croquant était fort dans la cuisine silencieuse. Je ne peux pas arranger ça, Linda, dis-je. Un silence stupéfait, lourd, s'installa à l'autre bout. Je ne l'avais jamais appelée Linda auparavant. C'était toujours maman. Qu'est-ce que tu as dit? Chuchota-t-elle. J'ai dit, je ne peux pas arranger ça. Et je ne le ferai pas. Aurélie, arrête tes jeux, claqua-t-elle, la panique se muant en colère. Ce n'est pas drôle. Transfère l'argent. Ton père est furieux. Il fait les 100 pas dans le salon. Sa tension monte. Veux-tu qu'il fasse une attaque? C'était toujours la carte qu'elle jouait. La santé de papa, le stress de papa. J'ai reçu un SMS mardi, dis-je, regardant les miettes sur mon assiette. Papa m'a renié. Il a dit que toute communication passerait par son avocat. Oh, pour l'amour de Dieu, railla-t-elle. Il était juste en colère. Tu sais comment il est. Il ne le pensait pas littéralement. Ne sois pas si susceptible. Il a dit toute communication, répétai-je. Envoyer de l'argent est une forme de communication, Linda, cela communique que je suis toujours votre paillasson. Et puisque j'ai été renié, je ne pense pas que les paillassons fassent partie de l'héritage. Héritage, bredouilla-t-elle. Tu parles d'argent alors que nous pourrions perdre la maison. Je parle de limite, dis-je. Il m'a dit de parler à son avocat. Donc,
si vous voulez que ce prêt immobilier soit payé, demandez à son avocat d'envoyer une demande formelle à mon avocat. J'attendrai. Nous n'avons pas d'avocat. Hurla-t-elle. Aurélie, s'il te plaît. Le téléphone de Cédric est aussi coupé. Que as-tu fait? J'ai coupé les lignes. J'ai dit que je ne paierais plus pour qu'un homme de 35 ans passe la journée sur TikTok. Tu détruis cette famille. Elle pleurait maintenant, les larmes manipulatoires qui fonctionnaient si bien autrefois. Après tout ce que nous avons fait pour toi, nous t'avons élevé. Nous t'avons donné la vie et je vous ai donné 120 000 €. Dis-je, nous sommes quittes. J'ai raccroché. J'ai fixé le téléphone. Ma main tremblait légèrement maintenant. Non pas de peur, mais d'adrénaline. Je l'avais enfin dit. J'avais enfin dit non. Mais je savais que ce n'était pas fini. Ils n'allaient pas laisser leur distributeur automatique de billets s'en aller. Ils allaient s'en prendre à moi. Ils allaient essayer de me blesser, mais ils ne savaient pas que j'étais prête. Ils ne savaient pas que j'avais vu la vidéo. Pour comprendre pourquoi j'ai pu raccrocher au nez de ma mère en larmes sans la moindre culpabilité, il faut que vous connaissiez la vidéo. Le SMS de mon père n'est pas arrivé de nulle part. C'était le résultat d'une confrontation que j'avais essayé de lancer, mais le vrai catalyseur s'est produit 48 heures avant qu'il ne me renie. C'était un dimanche après-midi. J'étais chez moi, préparant ma semaine de travail. Mon téléphone a sonné. C'était un message de mon oncle Didier. Didier est le jeune frère de mon père. C'est l'oncle amusant. Celui qui n'avait jamais vraiment grandi. Toujours à vouloir être cool. Le SMS disait, « Regarde ça. » Il a dû vouloir l'envoyer à quelqu'un d'autre. J'ai froncé les sourcils. C'était cryptique. Sous le texte se trouvait un fichier vidéo. Il semblait avoir été enregistré sur un téléphone. J'ai appuyé sur lecture. La vidéo s'est ouverte. Elle était tremblante au début, balayant une pièce que je connaissais mieux que mon propre appartement. C'était la salle à manger de la maison de mes parents. La table était dressée avec la belle vaisselle. Les assiettes qui ne sortaient que pour les invités spéciaux. Il y avait un rôti au centre de la table. Des bouteilles de vin. Je n'étais pas là. Je n'avais pas été invitée. En fait, quand j'avais appelé ma mère samedi pour lui demander s'il faisait quelque chose pour le dîner du dimanche, elle m'avait dit qu'ils allaient juste passer une soirée tranquille, peut-être commander une pizza. La caméra s'est stabilisée. J'ai vu les visages autour de la table. Mon père Armand assis à la tête, tenant une bière. Ma mère Linda riant de quelque chose qu'il avait dit. Ma tante Carole, la femme de Didier, essuyant des larmes de rire de ses yeux. Et mon frère Cédric, affalé sur sa chaise, l'air suffisant. L'oncle Didier était derrière la caméra. J'entendais sa voix légèrement étouffée. Mais sérieusement, Armand, dit Didier derrière l'objectif. La voiture est superbe. Tu devrais remercier la gamine. Aurélie est une bonne gamine de t'aider comme ça. Mon estomac s'est serré. Je venais de payer une réparation majeure sur le pick-up de papa. 2000 € pour un problème de transmission. À l'écran. Le visage de mon père a changé. Le sourire ne l'a pas quitté, mais il s'est tordu. Il est devenu quelque chose d'immonde. Il a pris une gorgée de sa bière et a reniflé. Ce n'est pas une gamine, Didier, dit mon père. Sa voix était forte, suffisamment pâteuse pour me dire qu'il en était à 3 bières. C'est un distributeur automatique de billets, et une bien solitaire de surcroît. La table a éclaté de rire. Tante Carole a claqué la table. Un distributeur automatique de billets? Ricana-t-elle. C'est bien ça. Mon père n'avait pas fini. Il s'est penché, pointant la caméra avec sa bouteille de bière. Elle est si désespérée d'approbation, Didier. C'est pathétique. Elle paierait l'air que nous respirons si je le lui demandais. Je claque des doigts. Elle fait un chèque. Elle pense qu'elle achète de l'amour. J'ai senti le sang se vider de mon visage. Je suis restée assise dans mon appartement, figée.
Puis Cédric a renchéri. Mon frère, celui dont je payais la facture de téléphone, celui dont j'avais effacé les dettes de carte de crédit 2 fois parce qu'il avait besoin d'un nouveau départ. C'est vraiment triste, dit Cédric, se curant les dents. Elle pense qu'envoyer de l'argent à papa la rend importante, comme si elle était la maîtresse de maison ou quelque chose comme ça, mais elle est toujours, vous savez, juste Aurélie le portefeuille. Au portefeuille. Tante Carole a levé son verre de vin. Au portefeuille. Rugit mon père. Ils ont trinqué. Ils ont bu mon vin. Ils ont mangé le rôti acheté avec l'argent que j'avais probablement viré à maman la semaine précédente. La vidéo s'est terminée. J'ai fixé l'écran noir. Je n'ai pas pleuré. Je crois qu'une partie de moi l'avait toujours su. Mais entendre les mots spécifiques distributeur automatique de billets est pathétique. Cela a brisé quelque chose, cela a rompu le fil qui transmettait mon empathie vers eux depuis des décennies. Je l'ai rejoué encore et encore. J'avais besoin que ça se grave dans ma mémoire. J'ai ouvert une feuille de calcul sur mon ordinateur portable. Je suis auditrice. Quand les choses ne concordent pas, je fais un grand livre. J'ai commencé à taper. Date, novembre 2020. Événement, la peur de la saisie immobilière. Montant, 120 000 €. Total sur 4 ans. Je me souvenais clairement de ce jour. Il y a 4 ans, l'entreprise de fourniture pour restaurant de mon père avait piqué du nez. Il avait mis la maison en garantie pour la maintenir à flot. Il était à quelques jours de la perdre, la maison où j'ai grandi. Il m'avait appelé dans le salon. Ma mère pleurait sur le canapé. Mon père regardait par la fenêtre, les épaules affaissées, jouant parfaitement le rôle du patriarche vaincu. Tu es la seule à pouvoir aider, Aurélie. Maman avait sangloté. Cédric? Eh bien, tu sais, Cédric se cherche. Mais toi, tu as ce bon travail. Tu es la personne responsable. Je ne peux pas perdre cette maison, ma fille. Papa avait dit, se tournant vers moi les larmes aux yeux. C'est ton héritage. C'est tout ce que j'ai. Je venais d'obtenir ma promotion. J'avais des économies. Je cherchais à acheter ma propre maison, mais je ne pouvais pas les laisser être sans abri. Alors, j'ai fait un marché. Je couvrirai le prêt immobilier, 2 500 € par mois, jusqu'à ce que l'entreprise se remette sur pied. Ils avaient promis que ce serait 6 mois, peut-être 1 an. Cela faisait 4 ans. Chaque fois que j'en parlais, papa devenait défensif. Les affaires sont difficiles, Aurélie. Tu ne comprends pas le marché. Ou maman pleurait. Vas-tu nous mettre à la porte? Tes propres parents. Alors, j'ai continué à payer. J'ai mis ma vie en attente. J'ai conduit une Honda de 10 ans pour qu'il puisse garder la maison. Je suis restée dans un appartement d'une chambre pour qu'il puisse avoir une maison de 4 chambres. J'ai regardé la feuille de calcul. Prêt immobilier, 120 000 €. Dette de Cédric, 15 000 €. Réparation de voiture, 8 000 €. Vacances pour la santé de maman, 10 000 €. Prêt d'hiver, 5 000 €. Le total dépassait 158 000 €. C'était le prix de mon admission dans cette famille. Et selon la vidéo, cela ne m'avait pas acheté l'amour. Cela ne m'avait même pas acheté le respect. Cela m'avait acheté le titre de distributeur automatique de billets. J'ai réalisé alors que ce n'était pas une relation. C'était un service d'abonnement et j'étais l'abonné premium qui s'était fait bloquer l'accès au contenu. Ce dimanche soir-là, après avoir regardé la vidéo, j'avais envoyé un SMS à mon père. Je n'ai pas envoyé la vidéo. J'ai juste posé une simple question. Papa, il faut que nous parlions du prêt immobilier. Je cherche à acheter ma propre maison cette année. Nous avons donc besoin d'un échéancier pour que vous puissiez reprendre les paiements. C'était tout. C'était le SMS qui a causé l'explosion. Il n'a pas répondu pendant 2 jours. Il a ruminé. Il a probablement parlé à Cédric et à maman, se mettant dans une rage folle que j'ose essayer de couper les vivres. Et puis, mardi,
est venue l'option nucléaire. Je te renie. Il pensait que la menace de me couper émotionnellement me ferait paniquer. Il pensait que je reviendrais en courant, suppliant de payer ses factures juste pour l'entendre dire « ma fille » à nouveau. Il pensait que le silence me briserait. Il ne réalisa pas qu'en me reniant, il m'avait libéré. Retour au jeudi. Après avoir raccroché au nez de ma mère, l'assaut numérique commença. Mon téléphone, que j'avais posé face vers le haut sur le comptoir, commença à s'illuminer comme une machine à sous. D'abord, ce fut Cédric. SMS de Cédric, tu es pathétique. Maman est hystérique. Papa est ruiné à cause de toi. Arrange ça tout de suite ou je viens chez toi. J'ai reniflé. Cédric venir. Cédric n'avait pas les moyens de payer l'essence pour traverser la ville. Et même s'il venait, qu'allait-il faire? Me frapper? La dernière fois que nous nous sommes battus, j'avais 12 ans et lui 15. Je mesure maintenant un m85 et je fais de la boxe 3 fois par semaine pour gérer mon stress. La principale activité physique de Cédric est d'atteindre la télécommande. Puis 20 tante Carole. SMS de tante Carole, quel que soit le jeu enfantin auquel tu joues, tu dois l'arrêter immédiatement et t'excuser auprès de ton père. Tu brises le cœur de ta mère. Ingrate. Ingrate. C'est ce mot qui m'est resté. J'ai de nouveau regardé ma feuille de calcul. 158 000 € d'ingratitude. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. La règle du non-contact était en vigueur. Mais je savais que je devais faire quelque chose de définitif. Il fonctionnait toujours selon les anciennes règles. Il pensait que c'était une crise de colère. Il pensait que j'étais une enfant qui s'enfermait dans sa chambre. Il ne réalisait pas que j'étais la banque et que je mettais fin à leurs absurdités. Je me suis assise à mon ordinateur portable. J'ai ouvert mon client de messagerie. J'ai rédigé un nouvel email. Mes mains ne tremblaient plus. Elles étaient fermes. C'était du travail maintenant. C'était de l'audit. À Armand, Linda, Cédric, tante Carole, oncle Didier. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai ajouté quelques noms supplémentaires à la ligne CCI. Mon père siégeait au conseil d'administration d'un petit fonds médical communautaire. C'était une chose prestigieuse pour lui. Il adorait le titre de trésorier. Cela le faisait se sentir important. Les gens de ce conseil étaient ses pairs, ses compagnons de golf, les gens dont il convoitait le respect plus que tout. J'ai ajouté 3 des membres éminents du conseil à l'email. Je connaissais leurs adresses car j'avais aidé papa à configurer sa liste de diffusion de mails il y a 2 ans. Objet, cessation d'assistance financière et reconnaissance formelle de renoncement. J'ai commencé à taper, à Armand et famille, conformément à votre SMS du mardi 12 novembre, stipulant « Je te renie ». Toute communication via mon avocat. Je vous écris pour accepter formellement vos conditions. Avec effet immédiat, j'ai cessé tous les paiements financiers associés à votre ménage. Cela inclut le prêt immobilier, 2 500 € par mois, le forfait téléphonique familial, et le service de la ligne de crédit professionnel. J'ai fait une pause. Je devais être clair pour la pleine transparence concernant la nature ingrate de mon départ. J'ai ci-joint un grand livre comptable du soutien financier que j'ai fourni au cours des 48 derniers mois, totalisant 158 400 €. Veuillez fournir ce grand livre à votre avocat afin qu'il puisse évaluer avec précision la relation financière que nous concluons. Puis, le coup de grâce. J'ai également joint un fichier vidéo d'une récente réunion de famille. Bien que je n'ai pas été invité, je crois que cette vidéo fournit le contexte nécessaire pour comprendre pourquoi j'accepte votre décision de me renier avec une telle immédiateté. Elle clarifie mon rôle dans la famille comme étant purement financier, un rôle que je ne suis plus disposé à remplir. J'ai cliqué sur l'icône de la trombine. Pièce jointe 1, grand-bas livre. PDF. Pièce jointe 2, famille-dab.mp4. J'ai regardé l'écran. Ce n'était pas seulement brûler un pont. C'était bombarder le pont et saler la terre des 2 côtés. Si j'envoyais ça, il n'y aurait pas de retour en arrière. Les membres du conseil le verraient.
Il verrait Armand se moquer de la fille qui le soutient. Il verrait le désordre financier dans lequel il se trouvait réellement, contrairement à l'image d'homme d'affaires prospère qu'il projetait. J'ai pensé au mot « distributeur automatique de billets ». J'ai pensé à mon compte d'épargne vide. J'ai pensé à la maison que je n'avais pas achetée. J'ai cliqué sur envoyer. Le son « whoosh » de l'email qui s'envoyait fut le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu. La réaction fut nucléaire. Cela prit moins de 20 minutes. Le premier appel ne vint pas de ma famille. Il vint de ma patronne, Hélène. « Aurélie ?» demanda-t-elle quand j'ai décroché. « Bonjour, Hélène » dis-je, gardant ma voix professionnelle. Je viens de recevoir un appel très étrange sur la ligne principale. Elle a dit, un homme prétendant être l'avocat de ton père. Il criait à propos d'une utilisation non autorisée du temps de travail de l'entreprise et exigeait de parler au service juridique. J'ai fermé les yeux. Bien sûr, Armand n'avait pas encore de véritable avocat, alors il essayait de me faire peur en s'attaquant à mon travail. Il savait où je travaillais. Il essayait de me faire virer pour me forcer à la soumission. Je m'excuse, Hélène, dis-je, ma voix se durcissant. Mon père et moi traversons un litige juridique. Il est instable. Je peux vous assurer que cela n'a rien à voir avec mon travail. Il avait l'air ivre, Aurélie. Hélène dit doucement. Est-ce que tout va bien? C'est en cours de traitement. Cela ne se reproduira plus. D'accord, prenez l'après-midi si vous en avez besoin. Vous excellez sur l'audit hôtelier. J'ai confiance en vous. Merci, Hélène. J'ai raccroché. Les gants étaient tombés. Il s'attaquait à ma subsistance. Il essayait de couper ma source de revenus. L'audace était stupéfiante. Si je perdais mon emploi, je ne pourrais pas payer son prêt immobilier même si je le voulais. C'était de la pure rage aveugle. Puis vint l'email de papa. De la part d'Armand. Objet, tu es morte pour moi. Tu te crois maligne? Tu penses pouvoir me faire honte? Je te poursuivrai pour tout ce que tu possèdes. Je te ruinerai, petite parasite ingrate. Annule ça maintenant ou tu regretteras le jour de ta naissance. Je n'ai pas répondu. J'ai juste transféré l'email vers un nouveau dossier que j'ai créé et nommé « Preuve ». Puis, vers 16 heures, un coursier est arrivé à mon immeuble. Il a sonné, livraison pour Aurélie. Je suis descendu. Il m'a tendu une épaisse enveloppe. Ce n'était pas d'un tribunal. C'était d'un cabinet d'avocats du centre-ville. Un cabinet d'avocats de petite envergure. Je l'ai ouverte dans le hall. Mise en demeure de cesser et de s'abstenir. Elle était pleine de jargon juridique qui n'avait pas de sens. Elle m'accusait de diffamation, d'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et d'entrave délictueuse aux relations commerciales à cause des membres du conseil. Elle exigeait des excuses publiques, une rétractation de l'email et un paiement de 75 000 € pour dommages à la réputation. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai ri. Un rire sec et sans humour. Tu voulais jouer au droit. D'accord. Je suis auditrice. Je traite de la conformité tous les jours. Je sais quand un document est effrayant mais sans mordant, mais je savais aussi que j'avais besoin d'un requin. J'ai sorti mon téléphone et composé un numéro qu'un collègue m'avait donné il y a des années. Sophie Dubois, droit de la famille. Une voix nette a répondu. Bonjour, Sophie, dis-je. Je m'appelle Aurélie. J'ai un grand livre comptable de 150 000 €, une vidéo de ma famille me traitant de distributeur automatique de billets, et une lettre de mise en demeure de mon père. J'ai besoin de vous embaucher. Il y eut une pause. Puis j'ai entendu un stylo cliquer. J'écoute, dit-elle. Le bureau de Sophie ne ressemblait en rien au cabinet d'avocat de petite envergure qu'avait utilisé mon père. Il était au 40e étage d'une tour de verre au centre-ville de Lyon. Il sentait l'acajou et le café cher. Je me suis assise en face d'elle. Sophie avait la cinquantaine. Des traits fins, des yeux qui semblaient pouvoir couper du verre. Elle lut la lettre de mise en demeure, puis la jeta sur son bureau comme s'il s'agissait d'un courrier indésirable.
C'est de la pacotille, dit-elle. C'est un modèle. J'ai vu ce texte exact sur Legalzoom. Il a probablement payé un parajuriste 50 € pour l'imprimer sur du papier à en-tête. Alors, je ne lui dois pas 75 000 €? Demandai-je, me détendant légèrement. Aurélie, elle s'est penchée en avant. La diffamation exige que la déclaration soit fausse. Avez-vous fourni un soutien? Oui. Avez-vous des preuves? Des relevés bancaires pour chaque centime. La vidéo est-elle réelle? Oui. Alors la vérité est une défense absolue. Il n'a aucune affaire. En fait, elle a souri. Un sourire prédateur qui me rendit heureuse qu'elle soit de mon côté. Nous pourrions intenter une contre-poursuite pour harcèlement, d'autant plus qu'il a appelé votre employeur. C'est une action en justice possible. Je ne veux pas son argent, dis-je. Je veux juste qu'il me laisse tranquille. Je veux une rupture nette. Nous pouvons le faire, dit-elle. Je rédigerai une réponse qui fera faire dans son pantalon à son avocat, s'il en a même un vrai. Nous exigerons des preuves de dommages et menacerons de divulgation de preuves. Les narcissiques détestent la divulgation de preuves. Ils détestent que les gens regardent leurs secrets. Le mot « secret » a déclenché quelque chose dans mon cerveau d'auditrice. En parlant de secret, dis-je lentement. Il y a autre chose. Sophie haussa un sourcil. Allez-y. Mon père gère un fonds médical communautaire, le fonds Madame Duval. C'est une voisine âgée qui lutte contre le cancer. La communauté a collecté des fonds pour ses traitements. Mon père en est le trésorier. D'accord. Mon père a toujours été négligent avec ses propres comptes. Son entreprise était en difficulté depuis des années, pourtant il semblait toujours avoir de l'argent pour des voyages de golf ou de nouveaux clubs, même lorsqu'il ne pouvait pas payer le prêt immobilier. J'ai toujours supposé qu'il était juste mauvais en matière d'argent. Je me suis penchée, mais dans la mise en demeure, il m'a accusé d'entrave délictueuse à ses relations commerciales parce que j'avais envoyé un email aux membres de son conseil. Pourquoi avait-il si peur qu'il voie l'email? Pourquoi a-t-il réagi si violemment au fait que je lui coupe l'argent? Si l'entreprise se redresse comme il le prétend, 2500 € ne devraient pas provoquer une panne totale. Vous pensez qu'il détourne des fonds? Sophie l'a dit, ce n'était pas une question. Je pense que la négligence était une couverture, dis-je. Je pense qu'il déshabille Pierre pour habiller Paul. Et maintenant que j'ai cessé d'être Paul, il doit trouver de l'argent ailleurs. Sophie a tapé son stylo sur le bureau. S'il détourne de l'argent d'un fonds caritatif, ce n'est pas un tribunal civil, Aurélie. C'est la prison. Je sais, dis-je. Je veux voir les comptes. Vous ne pouvez pas simplement les consulter. Vous n'êtes pas l'auditrice de ce fonds. Non, dis-je, mais le fonds est un organisme à but non lucratif enregistré. Leurs documents financiers sont publics. Et Madame Duval, elle me fait confiance. Je tondais sa pelouse. Si je demande à sa famille l'autorisation d'examiner les relevés en raison de préoccupations, il pourrait me les donner. Sophie m'a regardé longuement. Vous réalisez que si vous vous engagez sur cette voie, vous ne coupez pas seulement les ponts. Vous envoyez potentiellement votre père en prison. J'ai pensé au SMS. Je te renie. J'ai pensé à la vidéo. C'est un distributeur automatique de billets. Il a fait son choix. Dis-je, je fais juste mon travail. Je trouve où l'argent est allé. D'accord. Sophie dit, je m'occupe de la mise en demeure. Vous enquêtez sur le fond, mais soyez prudente. S'il est assez désespéré pour appeler votre patronne, il est assez désespéré pour faire pire. J'ai quitté son bureau et suis allée directement au travail. Pas mon travail de jour, mon vrai travail. J'ai récupéré les déclarations fiscales publiques du Fonds de secours médical communautaire Duval. Sur le papier, cela semblait correct. Revenu des subventions, mais la ligne des dépenses administratives était élevée, anormalement élevée pour un fonds géré par des bénévoles. J'avais besoin des relevés bancaires. Je suis allée chez Madame Duval.
Sa fille, Émilie, m'a ouvert la porte. Elle avait l'air fatiguée. Les soins aux proches sont épuisants. Aurélie, elle avait l'air surprise. Je ne vous ai pas vu depuis des lustres. Bonjour, Émilie, dis-je. Je sais que c'est gênant, mais j'ai besoin de vous parler du fond, de mon père. Je ne lui ai pas tout raconté. Je lui ai juste dit que mon père et moi avions eu une dispute concernant les finances, et que j'avais des raisons de croire que sa comptabilité pourrait ne pas être exacte. J'ai proposé d'auditer le fonds gratuitement. Elle a hésité. Ton père a été si utile, Aurélie. Il gère tout, pour que maman n'ait pas à s'inquiéter. Je sais, dis-je doucement. Et j'espère me tromper. Mais si j'ai raison, votre mère pourrait perdre de l'argent dont elle a besoin pour sa chimiothérapie. Ça ne vaut pas le coup de vérifier ? Elle m'a donné l'identifiant. Je suis rentrée chez moi et me suis connectée. J'ai téléchargé 3 ans d'historique. J'ai importé les données dans mon logiciel d'analyse forensique. J'ai commencé à exécuter les algorithmes. Cela m'a pris environ 4 heures pour trouver le modèle. Ce n'était pas un stratagème sophistiqué. C'était en fait d'une simplicité stupide. C'est ça, le truc avec les arrogants. Ils pensent que personne ne regarde. Il y avait des retraits d'espèces, 500 € ici, 800 € là, étiquetés comme petites caisses au remboursement. Puis il y avait des chèques libellés à Consulting Service SARL. J'ai cherché la SARL. Elle était enregistrée à une boîte postale. Une boîte postale que je reconnaissais. C'était la même boîte postale que mon frère Cédric utilisait pour son commerce de revente de baskets en ligne qui n'a jamais rapporté un centime. J'ai recoupé les dates. Chaque fois que je refusais une demande d'argent supplémentaire, un retrait était effectué du fonds quelques jours plus tard. Le 12 novembre 2022, j'ai dit à papa que je ne pouvais pas payer ses frais de golf. Le 14 novembre 2022, un chèque de 1200 € à Consulting Service SARL. Le 4 juillet 2023, j'ai dit à Cédric que je ne paierais pas son assurance voiture. Le 6 juillet 2023, un retrait d'espèces de 800 € du fonds. Je me suis assise, me sentant mal. Le total n'était pas juste quelques milliers d'euros. Sur 3 ans, ils avaient détourné 60 000 €. 60 000 € volés à une femme mourante du cancer. J'ai fixé l'écran. Mes mains étaient froides. Ce n'était plus seulement une famille toxique. C'était une entreprise criminelle. Mon père et mon frère étaient des prédateurs. Et j'avais les preuves. Le lendemain matin, j'étais assise dans ma cuisine. Le café amer sur ma langue. La feuille de calcul était ouverte sur mon ordinateur portable. 60 000 €. Le nombre semblait pulser. Mon téléphone a sonné. C'était Sophie. J'ai envoyé la réponse à l'avocat de votre père, dit-elle. Sa voix était vive, victorieuse. J'ai joint votre grand livre comptable. Je n'ai pas eu de nouvelles, ce qui signifie généralement qu'ils sont en difficulté. Sophie, je l'ai coupé. Ma voix était creuse. C'est pire que ce que nous pensions. Que voulez-vous dire ? J'ai fait les comptes du fonds Duval. J'ai trouvé la fuite. 60 000 € sur 3 ans. Canalise vers une société écran enregistrée au nom de mon frère Cédric. Silence sur la ligne, puis une longue expiration. Mon Dieu. Il volait une malade du cancer, Sophie, tout en me prenant 2500 € par mois. Il faisait double emploi. Il ne m'utilisait pas seulement comme un distributeur automatique de billets. Il utilisait Madame Duval comme tirelire. Aurélie, écoutez-moi. Le ton de Sophie a changé. Elle n'était plus seulement mon avocate. C'était une stratège. Cela change tout. Vous avez une obligation légale de signaler cela. Mais plus important encore, cela vous donne l'ultime levier. Mais avant de tirer, êtes-vous absolument sûr ? Absolument sûr. J'ai les images des chèques. J'ai l'enregistrement de la SARL. C'est inattaquable. D'accord.
Alors nous préparons le dossier pour le procureur de la République. Mais Aurélie, soyez prête. Si vous faites cela, ils ne seront pas seulement reniés. Ils seront détruits. Ils se sont détruits eux-mêmes, dis-je. J'ai raccroché. J'étais sur le point d'appeler Émilie Duval pour lui annoncer la mauvaise nouvelle quand mon téléphone a sonné à nouveau. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a dit de décrocher. Bonjour, Aurélie. Une voix féminine. Jeune. Tremblante. C'est Jeanne. Jeanne, ma cousine, la fille de tante Carole. Nous n'avions pas beaucoup parlé depuis qu'elle était partie à l'université il y a 4 ans. Elle avait 21 ans maintenant. Jeanne, tout va bien? J'ai vu l'email, chuchota-t-elle. Elle semblait pleurer. Ma mère, elle est furieuse. Elle hurle que tu ruines le nom de la famille. Je suis désolée que tu aies à entendre ça, Jeanne. Non, dit-elle rapidement. Non, je suis contente que tu l'aies fait. Je suis contente que quelqu'un leur ait enfin tenu tête. Elle fit une pause, sa respiration saccadée. Aurélie, il y a quelque chose que tu dois savoir sur ton père. Ma prise sur le téléphone se resserra. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, l'été avant ma dernière année, quand je suis restée chez vous quand tu étais souvent en voyage d'affaires? Oui. Ton père, oncle Armand. Elle commença à sangloter. Il avait l'habitude d'entrer dans ma chambre. Il n'a jamais. Il ne m'a pas touchée, pas comme ça, mais il se tenait là et me regardait me changer. Et il disait des choses ignobles sur ma valeur, sur la façon dont une jolie fille comme moi pourrait gagner sa vie. J'ai senti la bile monter dans ma gorge. Jeanne, tu l'as dit à quelqu'un? Je l'ai dit à ma mère, pleura-t-elle. J'ai dit à maman et elle m'a giflé. Elle m'a dit que j'étais une menteuse. Elle a dit qu'oncle Armand était un homme bon qui aidait à payer mes frais de scolarité et que si je disais un mot, ce serait moi qui ruinerais la famille. Elle a dit que je l'avais mal compris. La vidéo a traversé mon esprit. Tante Carole riant au portefeuille. Elle savait. Elle savait que son beau-frère était un prédateur et elle l'a couvert parce qu'il aidait. L'argent? Il s'agissait toujours d'argent. Je suis tellement désolée, Jeanne, dis-je, ma voix tremblante de rage. Je suis tellement désolée. Je voulais juste que tu saches, renifla-t-elle. Tu n'es pas la méchante, Aurélie. Ce sont eux. Ce sont des monstres. J'ai raccroché. Je suis restée assise là longtemps. La colère que je ressentais avant était brûlante. Celle-ci était froide. Glaciale. Puis un autre appel. Cette journée était un défilé de fantômes. C'était Dominique, la vieille meilleure amie de ma mère. Elle ne s'était pas parlé depuis des années. Aurélie, chérie. La voix de Dominique était chaleureuse. Maternelle. J'ai entendu ce qui se passe. Ta cousine Nathalie m'a transféré la chaîne de mai. Bonjour, Dominique. Je veux que tu saches quelque chose. Elle a dit, ta mère m'a appelé. Elle joue la victime comme d'habitude. Mais Aurélie, tu dois savoir pourquoi elle est comme ça. Cela ne l'excuse pas. Mais cela l'explique. Elle est faible. Dis-je. Elle est brisée, corrigea Dominique. Armand a contrôlé chaque centime qu'elle a touché pendant 30 ans. Il la faisait supplier pour l'argent de l'épicerie. Il l'a isolée de tout le monde, y compris de moi. C'est pourquoi nous avons cessé de nous parler. Il l'a interdit. Il l'a convaincue qu'elle était incapable de survivre sans lui. L'abus financier n'est pas seulement voler de l'argent, Aurélie. C'est voler l'autonomie. Elle a quand même choisi de le protéger, dis-je. Elle m'a appelé exigeant que je paie le prêt immobilier parce qu'elle est terrifiée, dit Dominique. Mais toi qui t'es libérée? C'est la première fissure dans le mur. Tu as fait ce qu'elle n'a jamais pu faire. Sois fière de ça. J'ai mis fin à l'appel. J'ai regardé mon dossier de preuves.
1. Le grand livre comptable, 158 000 € d'abus financiers. 2. La vidéo, abus émotionnels. 3. L'audit Duval, détournement de fonds aux fraudes. 4. Le témoignage de Jeanne, harcèlement sexuel et mise en danger d'enfants. Je n'étais plus seulement une auditrice. J'étais la procureure. J'ai appelé Émilie Duval. Émilie, dis-je, j'ai besoin que tu viennes avec ton avocat. J'ai trouvé l'argent. Lorsque je montrai à Émilie et à son avocat le flux de fonds vers la société écran de Cédric, Émilie s'effondra. Non pas des larmes de tristesse, mais des larmes de colère. Il est venu chez moi, crachatait-elle. Armand s'est assis dans mon salon, a bu mon café, et a tenu la main de ma mère pendant qu'elle recevait sa chimiothérapie, lui disant que le fonds était stable pendant qu'il la volait. Son avocat, un homme sévère nommé Maître Lambert, examina les documents. C'est un crime de classe 3, vol de plus de 20 000 € plus complot, plus aggravation pour abus envers les personnes âgées. Nous déposons plainte, dit Émilie. Aujourd'hui, fais-le. Dis-je, et nomme Cédric. Il a encaissé les chèques. Ce soir-là, j'étais assise dans mon appartement. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur le sol. Je me sentais épuisée, vidée jusqu'à la moelle. Mais le silence dans l'appartement n'était plus lourd. Il semblait pur. J'avais lancé les missiles. Maintenant, je n'avais plus qu'à observer l'impact. Et le premier impact vint de l'endroit le plus inattendu. La stupidité. Le propre des narcissiques est qu'ils croient toujours pouvoir se tirer d'affaire en parlant. Ils croient si intensément à leur propre récit qu'ils pensent que la réalité se pliera pour s'y conformer. Cédric fut le premier à craquer. C'était 2 jours après qu'Émilie eut déposé le rapport de police. Les rumeurs commençaient à circuler dans notre petite ville natale. Les gens parlaient de la mauvaise gestion du fonds Duval. Cédric, dans un élan de pure panique de l'enfant d'or, décida de contrôler le récit. J'étais au travail quand Marc, mon pote, m'a envoyé un SMS. « Mec, regarde Facebook. » Je me suis connectée. C'était là, une mise à jour de statut de Cédric. C'était un pavé. « Je n'arrive pas à croire que je doive aborder ça », commença-t-il. Ma sœur Aurélie est une personne amère et jalouse. Elle a toujours été jalouse du lien qu'on a avec papa. Maintenant, elle répand des mensonges pour détruire notre famille. J'ai fait défiler. C'est devenu encore mieux. Elle prétend que de l'argent manque au fond Duval. Eh bien, devinez quoi? Aurélie est une auditrice. Elle avait accès au compte. C'est elle qui sait comment manipuler les chiffres. Elle incrimine notre père pour couvrir ses propres traces parce qu'elle est fauchée et que papa l'a coupé des vivres. Les 60 000 € n'ont pas été volés. C'était des frais de gestion et Aurélie essaie de le déformer. Ma mâchoire s'est décrochée. Il venait de faire 3 choses en un seul poste. Premièrement, il a admis publiquement que le montant manquant spécifique était de 60 000 €, un détail que la police n'avait pas encore divulgué. Deuxièmement, il a admis qu'il était au courant des frais de gestion, avouant une conspiration. Troisièmement, il a essayé de me blâmer alors que je n'avais aucun accès au compte avant 48 heures. J'ai fait une capture d'écran. Je l'ai envoyée à Sophie et à Maître Lambert. Sophie a répondu immédiatement, il vient vraiment d'avouer sa connaissance des fonds sur un forum public? Il vient d'offrir au procureur une condamnation sur un plateau. La section des commentaires sur le post ne se déroulait pas comme Cédric l'espérait. Attends, des frais de gestion pour une œuvre caritative? Cédric, tu viens pas d'acheter une nouvelle motocross? Aurélie est une auditrice. Cela ne signifie-t-il pas qu'elle sait comment débusquer les vols? Cédric a supprimé le post 1 heure plus tard, mais Internet est éternel. La capture d'écran était déjà dans le dossier de la police. La confrontation que j'attendais toute ma vie ne s'est pas déroulée avec fracas. Elle s'est produite avec un coup frappé désespéré. C'était vendredi soir, une semaine depuis le premier SMS. J'ai entendu frapper à ma porte. Non pas le martèlement d'un homme en colère, mais un faible et hésitant tapotement. J'ai regardé par le Judas. C'était Armand. Il semblait petit.
L'homme qui avait dominé mon enfance comme un géant. L'homme dont la voix faisait trembler les planchers. Semblait rapetissé. Il était mal rasé. Ses yeux étaient cernés de rouge. Il portait un polo froissé. J'ai ouvert la porte, mais j'ai laissé la chaîne. « Qu'est-ce que tu veux ?» demandai-je. Aurélie, sa voix craqua. Il leva les yeux vers moi, et pour la première fois de ma vie, je vis la peur dans ses yeux. Une vraie peur primale. « S'il te plaît, laisse-moi entrer. » Non, La police a appelé. Bégaya-t-il. Ils veulent m'interroger demain sur le fond du Val. Ils parlent de fraude, Aurélie. Fraude criminelle. Je sais, dis-je. Je leur ai donné le grand livre comptable. Il a tressailli comme si je l'avais giflé. Tu leur as donné? Ton propre père? Tu m'as renié, tu te souviens? Dis-je, je ne suis pas ta fille. Je suis juste l'auditrice. Aurélie, s'il te plaît. Il se tordait les mains maintenant. C'était un spectacle pathétique. Tu peux arranger ça. Tu peux leur dire que c'était une erreur. Dis-leur que tu as autorisé les virements. Tu peux dire que c'était un prêt. Je te rembourserai. J'ai juste besoin de temps. Il me demandait d'aller en prison pour lui. Il me demandait de détruire ma carrière, ma vie, pour le sauver des conséquences de sa propre avidité. Même maintenant, à la fin, il pensait que j'étais le sacrifice. Tu as volé une femme mourante, Armand, dis-je. Et tu as utilisé Cédric pour le faire. Il avait besoin d'argent, hurla-t-il, un éclair de l'ancienne colère revenant. C'est ton frère. Il était en difficulté. Que étais-je censé faire? Le laisser échouer? Oui, hurlai-je en retour. Oui, tu l'as laissé échouer. Au lieu de cela, tu as volé une malade du cancer et tu as essayé de me saigner à blanc. J'ai besoin d'un avocat, gémit-il, la colère s'estompant pour laisser place au désespoir. Un vrai avocat pénaliste. Ils veulent des honoraires de 25 000 €. Aurélie, je ne les ai pas. S'il te plaît, juste cette fois. Je ne demanderai plus jamais. Sois ma fille une dernière fois. Je l'ai regardé. L'homme qui m'a traité de distributeur automatique de billets. L'homme qui riait pendant que son frère se moquait de moi. L'homme qui a vu sa nièce se faire harceler et n'a rien fait. J'ai plongé la main dans la poche de mon sweat à capuche. J'ai sorti un morceau de papier plié. J'ai quelque chose pour toi, dis-je. Ses yeux se sont illuminés. Il pensait que c'était un chèque. Il a tendu la main à travers l'entrebâillement de la porte. Je lui ai donné le papier. Il l'a déplié. Ce n'était pas un chèque. C'était une copie de la plainte pénale déposée par la famille Duval. L'État contre Armand Miller et Cédric Miller. Accusation, détournement de fonds. Complot en vue de commettre une fraude. Abus envers les personnes âgées. Tu devrais donner ça à ton avocat, dis-je. Si tu en trouves un qui travaille gratuitement. Son visage devint blanc. Sa bouche s'ouvrit et se referma, mais aucun son n'en sortit. Au revoir, Armand. Dis-je. Aurélie, hurla-t-il, jetant son poids contre la porte. Tu ne peux pas faire ça. Je suis ton père. Je te possède. Tu m'as renié, dis-je calmement. J'ai claqué la porte. J'ai mis le peine dormant. Je l'ai entendu sangloter dans le couloir. Je l'ai entendu frapper sur le bois. Mais je n'ai pas ouvert. Je suis retournée dans mon salon. Je me suis assise sur mon canapé. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Sophie. Mandat d'arrêt émis. Il les interpelle demain matin. J'ai regardé le SMS. Puis j'ai regardé l'espace vide dans mon appartement. Le « d'accord » que j'avais envoyé à mon père était un mot discret. Mais fermer cette porte, c'était le son le plus fort que j'ai jamais fait. J'ai pris une profonde inspiration. Pour la première fois en 32 ans, l'air ne coûtait pas un centime.
L'arrestation n'eut pas lieu au beau milieu de la nuit. Elle se produisit à 10 heures du matin un samedi, sous les yeux des voisins que mon père avait passé 30 ans à essayer d'impressionner. Je n'étais pas là pour le voir, mais dans une petite ville, il n'est pas nécessaire d'être présent pour assister à un événement. On l'apprend par la rumeur, qui se propage plus vite que la fibre optique. Mon téléphone commença à vibrer 5 minutes après l'arrivée des voitures de police. Marc, mon ami qui vivait toujours dans la rue de mes parents, m'a envoyé une vidéo. Je me suis assise dans mon salon et je l'ai regardée. La vidéo était tremblante, filmée derrière un rideau, mais l'image était assez claire. 2 voitures de police étaient garées dans l'allée, la même allée que j'avais fait repaver l'été dernier. J'ai regardé les agents escorter Armand. Il ne portait pas son polo impeccable habituel. Il était en peignoir, l'air confus, presque sénile. Il ne résistait pas physiquement, mais je pouvais le voir crier. Son visage rouge, pointant les agents comme si leur ordonner de quitter sa pelouse ferait disparaître les accusations. Puis vint Cédric. Il ne criait pas. Il pleurait. Il ressemblait à un enfant pris la main dans le pot de biscuits, pas à un homme de 35 ans faisant face à des accusations de détournement de fonds. Il était courbé, essayant de cacher son visage à la rue, mais tout le monde le vit. L'enfant d'or et le patriarche escortés à l'arrière de voitures de police séparées. C'était la fin d'une ère, l'effondrement de la maison Miller. J'ai posé le téléphone. Je pensais que je ressentirais du triomphe. Je pensais que je ressentirais une poussée de « je vous l'avais bien dit », mais non. Je n'ai ressenti qu'un profond sentiment de gâchis. Tout cet argent, tout cet effort, toutes ces années de manipulation, et cela se terminait ainsi, en peignoir un samedi matin à l'arrière d'une voiture de police. Le processus judiciaire qui a suivi fut brutal, rapide et coûteux pour eux. La demande de mon père Armand pour un avocat commis d'office fut initialement refusée car, sur le papier, il possédait une maison avec une valeur significative. Mais cette valeur n'était qu'une illusion, un mirage maintenu par mes paiements mensuels. Une fois que la banque réalisa que les paiements avaient cessé et que le propriétaire était incarcéré, le processus de saisie, qui avait été suspendu 4 ans auparavant, reprit avec force. Il obtint finalement un avocat, un homme à l'air fatigué qui se spécialisait dans les négociations de plaidoyer, pas dans les acquittements. Mais le vrai drame se produisit avant même le début du procès. Cela se passa dans la salle d'interrogatoire. Vous vous souvenez que j'ai dit que Cédric était un lâche ? Eh bien, la lâcheté est prévisible. Lorsque la pression est appliquée, un lâche ne tient pas tête. Il désigne des coupables. Face à des accusations de complot et à la possibilité de 5 ans de prison, Cédric craqua. Il ne s'est pas contenté de craquer. Il s'est effondré. Il a négocié un accord. Mon avocate Sophie a obtenu les transcriptions. Elle me les a lues autour d'un café quelques semaines plus tard. Vous devriez entendre ça, dit Sophie, secouant la tête. Cédric leur a tout dit. Il leur a dit que c'était l'idée d'Armand. Il a dit qu'Armand avait créé la SARL. Il a dit qu'Armand lui avait dit comment encaisser les chèques pour rester en dessous des limites de déclaration. Il s'est dépeint comme une victime, un fils confus suivant simplement les ordres de son père. Et Armand, demandai-je. Armand prétend toujours qu'il est piégé, dit Sophie, par toi. Il a dit au détective que toi, la fille jalouse, avait piraté les comptes et les avait mis en place. Il s'en tenait à ce récit jusqu'à la fin, mais un récit ne peut survivre aux preuves forensiques. Le procès eut lieu 3 mois plus tard. J'ai été cité à comparaître comme témoin pour l'accusation. Entrer dans ce tribunal fut surréaliste. J'ai vu ma mère, Linda, assise au dernier rang. Elle paraissait 10 ans plus vieille. Elle était seule. Les amis dont elle se vantait autrefois, le cercle social pour lequel elle tentait désespérément de maintenir les apparences, était introuvable. Le scandale est un puissant isolant. Elle me regarda quand j'entrai. Ses yeux étaient humides. Elle murmura le mot « Pourquoi ?» Je n'ai pas détourné le regard. Je n'ai pas tressailli. J'ai juste hoché la tête, un petit hochement poli, et je me suis dirigé vers la barre. Je n'ai pas témoigné avec émotion. J'ai témoigné avec des faits.
J'étais une auditrice faisant mon travail. Pouvez-vous expliquer ce grand livre comptable, mademoiselle Miller, demanda le procureur, projetant le grand livre à l'écran. Ceci est un relevé des retraits d'espèces du Fonds de secours communautaire du Val, dis-je, ma voix ferme, recoupée avec les dépôts sur le compte de Consulting Services SARL, une entité enregistrée au nom de mon frère, Cédric Miller. Et comment avez-vous découvert cela? J'ai effectué un audit forensique après avoir remarqué des irrégularités dans les déclarations publiques du fonds, associées à la soudaine détresse financière de mon père après que j'eus cessé mon soutien personnel. Armand était assis à la table de la défense. Il me fixait. Si les regards pouvaient tuer, je serais tombée raide morte à la barre. Il ressemblait à un animal acculé, les dents découvertes, furieux que sa propriété parle contre lui. Mais son regard n'importait plus. Il n'avait aucun pouvoir. Le jury mit moins de 4 heures à délibérer. Coupable de toutes les accusations. Cédric, grâce à son accord de plaidoyer et à son témoignage contre notre père, a reçu une peine avec sursis et 5 ans de mise à l'épreuve, plus des dommages et intérêts. Il a évité la prison, mais sa réputation était anéantie. Il a été légalement qualifié de fraudeur. Il ne travaillerait plus jamais à un poste de confiance. Il a fini par déménager à 2 villes de là, travaillant de nuit dans un entrepôt, essayant de rembourser les 30 000 € de jugement de restitution contre lui. Armand n'eut pas autant de chance. La juge, une femme sévère qui avait manifestement vu suffisamment de cas d'abus envers les personnes âgées pour n'avoir aucune patience à cet égard, regarda mon père avec dédain. « Monsieur Miller, dit-elle, vous avez été chargé de prendre soin d'une voisine vulnérable. Vous avez utilisé cette confiance pour financer votre propre style de vie alors que votre fille vous aidait déjà. Votre manque de remords est stupéfiant. » Elle le condamna à 3 ans de prison d'État, suivi de 5 ans de liberté conditionnelle. J'ai regardé l'huissier le menotter pour la première fois. Il ne me regarda pas avec colère. Il me regarda avec choc. Il ne pouvait toujours pas croire que cela se produisait. Il ne pouvait toujours pas croire que le distributeur automatique de billets avait le pouvoir de le débrancher. Alors qu'ils l'emmenèrent, il ne dit rien. Il s'effondra. Le géant avait disparu. Il ne restait qu'un vieil homme triste et avide. Puis vinrent les retombées financières. Avec Armand en prison et Cédric fauché, la maison fut la prochaine. La banque agit rapidement. La vente aux enchères de la saisie eut lieu sur les marches du palais de justice 1 mois après le prononcé de la sentence. Je n'y suis pas allé. Je ne pouvais pas me résoudre à regarder cette maison. C'était la source de tant de douleur, mais c'était aussi là que j'avais grandi. C'était la manifestation physique des 120 000 € que j'avais perdus. J'ai entendu plus tard qu'elle s'était vendue pour des clopinettes. Le marché était en baisse et la maison était en mauvais état. Apparemment, il n'avait rien réparé depuis que j'avais cessé de payer les réparations. L'héritage dont mon père était si obsédé fut vendu à un rénovateur qui prévoyait de la vider et d'en faire des logements locatifs. Ma mère a déménagé dans un petit appartement d'une chambre en périphérie de la ville, payé par des chèques d'invalidité et ce qu'il restait. Elle m'a envoyé une lettre une fois. Ce n'était pas des excuses. C'était un chantage affectif. « J'espère que tu es heureuse, écrivit-elle. Tu as ta justice, mais tu n'as pas de famille. » J'ai brûlé la lettre. Elle avait tort. Je n'avais pas de famille avant. J'avais une responsabilité. Maintenant, j'avais une page blanche. Pendant que leur monde implosait, le mien commençait tranquillement à s'étendre. Une semaine après le procès, Hélène m'a de nouveau appelé dans son bureau. Je suis entré m'attendant à un compte-rendu sur l'audit hôtelier. Au lieu de cela, j'ai vu le vice-président régional assis là. « Aurélie, dit Hélène en souriant. Ferme la porte. » Je me suis assise. « Nous avons observé la façon dont vous avez géré ces derniers mois, dit le VP. Hélène nous a tout raconté. Pas les détails personnels, mais la pression que vous avez subie, les menaces légales, l'enquête policière, et malgré tout, vous n'avez manqué aucune échéance. Votre travail est resté impeccable. » Il fit glisser un dossier sur le bureau. « Nous avons besoin de ce genre d'intégrité au sommet, dit-il.
Nous créons un nouveau rôle. Directrice principale du contrôle interne. Vous superviseriez la conformité des audits pour toute la région Ouest. J'ai ouvert le dossier. Le salaire sur la lettre d'offre était presque le double de ce que je gagnais. C'était assez pour acheter une maison, une vraie maison rien que pour moi, en espèces, d'ici 2 ans. Pourquoi ? Demandai-je, levant les yeux. Parce que vous avez découvert une fraude là où personne ne regardait, dit Hélène. Même quand cela vous a tout coûté personnellement. Ce n'est pas une compétence, Aurélie. C'est du caractère. J'ai signé le contrat sur le champ. Je suis sortie de ce bureau et je suis allée directement à l'ascenseur. J'ai appuyé sur le bouton du lobby, mais au lieu de partir, je suis montée sur le toit terrasse. Je me suis tenue là, regardant l'horizon lyonnais. Le vent était froid, mordant, mais ça faisait du bien. Pendant des années, j'avais mesuré ma valeur à ce que je pouvais donner, à la quantité de douleur que je pouvais absorber, à la part de moi-même que je pouvais sacrifier pour réchauffer les autres. Je pensais que si je payais assez, si je réparais assez, finalement je serais digne d'amour. Mais debout là, avec un nouveau titre et un compte bancaire qui était enfin le mien, j'ai réalisé la vérité. Ma valeur n'était pas une transaction. Ce n'était pas une négociation. Elle était intrinsèque. Et le moment où j'ai arrêté de payer pour leur approbation a été le moment où j'ai commencé à gagner mon propre respect. J'ai sorti mon téléphone. Je suis allée dans mes contacts. Armand, Linda, Cédric et Carole. Je les ai tous sélectionnés. Supprimer le contact. Bloquer le numéro. C'était fait. L'audit était clos. Cela fait 6 mois depuis le procès. Ma vie est calme maintenant. J'ai acheté une maison. Pas une grande, pas une pièce d'apparat pour impressionner les voisins. C'est un endroit moderne du milieu du siècle avec de grandes fenêtres et un petit jardin. C'est juste pour moi. Parfois, je me réveille au milieu de la nuit, m'attendant à voir un SMS exigeant de l'argent, m'attendant à une crise, m'attendant à la lourdeur dans ma poitrine qui me saluait chaque matin comme une colocataire indésirable. Mais il n'y a rien, juste le bourdonnement du réfrigérateur et le vent dans les arbres. Les gens me demandent si je suis seule. Tu ne les manques pas, demande-t-il. C'est ta famille. Et je leur réponds, on ne regrette pas la tumeur après son ablation. On peut regretter la partie de son corps qu'elle a emportée, mais on ne regrette pas la maladie. J'ai réalisé que le silence n'est pas la même chose que la solitude. Leur silence était autrefois une arme, une punition pour ne pas avoir fait ce qu'ils voulaient. Mon silence maintenant est la paix. C'est le son d'une vie qui m'appartient. J'ai commencé à investir les 2500 € par mois que je leur envoyais autrefois. J'appelle ça le fonds de liberté. J'ai voyagé. Je suis allée au Japon. J'ai acheté la voiture que je voulais vraiment. Pas la berline qui était raisonnable parce que je pourrais avoir besoin de la prêter à Cédric. Mais le plus grand changement n'a pas été l'argent. C'était la voix. J'ai commencé à écrire. Cela a commencé comme un moyen de gérer le traumatisme juridique. J'ai écrit sur la comptabilité forensique de l'abus. Comment les narcissiques utilisent l'argent comme une laisse. Comment l'enfant d'or est tout aussi piégé que le bouc émissaire, seulement dans une cage différente. J'ai lancé un blog. Je l'ai appelé « Le grand livre du bouc émissaire ». J'ai écrit sur la « taxe de la paix ». L'idée que nous payons émotionnellement, physiquement et financièrement juste pour maintenir la paix dans une zone de guerre que nous n'avons pas créée. J'ai écrit sur les preuves. Pourquoi il est important de tout documenter, non pas par vengeance, mais pour votre propre santé mentale. Pour vous prouver que vous n'êtes pas folle quand ils essaient de vous manipuler. Je ne m'attendais pas à ce que quiconque le lise. Peut-être quelques personnes avec des histoires similaires, mais ensuite un article est devenu viral. C'était l'histoire du SMS. Papa a envoyé un SMS, je te renie. J'ai répondu, d'accord. Du jour au lendemain, des milliers de mails ont afflué. Je les ai tous lus. D'une femme de l'Ohio dont la mère a menacé de la rayer de son testament si elle ne payait pas le mariage de sa sœur.
D'un homme du Texas dont le père l'a utilisé comme main-d'œuvre gratuite pour son entreprise pendant 20 ans. De personnes qui étaient les distributeurs automatiques de billets, les réparateurs, les paillassons de leur famille. J'ai réalisé que je ne racontais pas seulement mon histoire. Je racontais notre histoire. Il y a une armée de nous là-bas. Les responsables. Celles qui envoient le premier SMS. Celles qui se souviennent des anniversaires. Celles qui s'excusent quand nous n'avons rien fait de mal. Nous sommes l'infrastructure qui maintient ces familles toxiques ensemble. Et ils nous détestent pour ça parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de nous. Mais voici la chose que j'ai apprise et c'est la chose la plus importante que je puisse vous dire. Vous ne pouvez pas auditer une relation qui n'a pas de compte. Vous ne pouvez pas équilibrer un grand livre avec des personnes qui pensent avoir droit à votre faillite. Arrêter les paiements n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de reprendre ma réalité. Je vois parfois encore la fille de Madame Duval, Émilie. Madame Duval est décédée quelques mois après le procès. Elle est morte paisiblement, sachant que justice avait été rendue. Émilie m'a dit que récupérer cet argent, l'argent que mon père avait volé, leur a permis de payer des soins palliatifs. Cela a permis à sa mère de mourir dignement. C'est le seul héritage de ce gâchis qui compte. Je suis passée devant l'ancienne maison l'autre jour. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je voulais juste la voir une dernière fois. Elle était en rénovation. Des bennes dans l'allée. Le vieux chêne où Cédric et moi avions l'habitude de jouer avait été abattu. Je me suis tenue sur le trottoir. J'ai essayé d'évoquer un sentiment de nostalgie. J'ai essayé de me souvenir d'un Noël, d'un anniversaire, d'un moment d'amour pur et inaltéré. Impossible. Tout ce dont je me souvenais, c'était l'anxiété, la marche sur des œufs, la sensation de fouiller dans ma poche. Je me suis retournée et je suis retournée à ma voiture. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis rentrée chez moi, dans ma maison silencieuse. J'ai préparé le dîner, un steak, cuit exactement comme je l'aime, pas comme mon père l'aimait. J'ai versé un verre de vin. Je me suis assise sur mon patio et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais un nouvel article de blog à écrire. Le titre était « Le coût d'entrée est trop élevé ». J'ai tapé la première phrase. Le moment où vous réalisez que vous payez pour une place à une table où vous êtes au menu est le moment où vous devez vous lever et partir. J'ai cliqué sur publier et j'ai fermé l'ordinateur portable. C'est ma vie maintenant. Elle n'est pas parfaite. J'ai des cicatrices. J'ai des problèmes de confiance que je travaille à surmonter. Mais pour la première fois en 32 ans, les chiffres concordent. Le grand livre est équilibré. Et si vous écoutez ceci, si vous êtes celle qui porte le poids de votre famille sur vos épaules, si vous êtes celle qui écrit les chèques et qui assume les torts, je veux que vous regardiez votre téléphone. Je veux que vous regardiez ce contact qui vous donne la nausée chaque fois qu'il s'allume. Et je veux que vous sachiez que « non » est une phrase complète. Vous n'avez pas à attendre qu'ils vous renient. Vous pouvez les renvoyer en premier. Vous n'êtes pas un distributeur automatique de billets. Vous n'êtes pas un plan de retraite. Vous n'êtes pas un punching ball. Vous êtes la PDG de votre propre vie. Et il est temps de faire l'audit du personnel. C'est le moment qui a tout changé pour moi, lorsque j'ai finalement repris le contrôle de mon récit. Ce n'était pas facile et Dieu sait que ce n'était pas joli, mais c'était nécessaire.